cascade de formation a commencé au niveau de Kinshasa, au niveau 0. Au niveau 1, c'est la formation des formateurs. Et ces formateurs se sont déployés au niveau de 26 provinces. La formation au niveau des provinces est en cours. Elle se clôture justement aujourd'hui et demain. Et un redéploiement va être fait pour aller au niveau des territoires qui sont les sites de formation. L'avant-dernière étape, avant de faire une jonction avec les matériels en plein déploiement et les hommes en pleine formation, vont se déployer au niveau des bureaux de vote. Parlant du déploiement, tous les matériels sont en cours de déploiement. Kwango et Kwilu totalement couverts par voie terrestre. Le Congo central sera couvert la semaine qui suit parce que c'est là où on a le moins de problèmes possibles, en dehors du territoire de Kimbula central, ainsi que le Kassai oriental, Sankuru. Déploiement en cours, une partie des matériels à partir de Kinshasa via Ilebo, les matériels sont déjà Ilebo. Ils prendront les trains jusqu'à Mweneritu, alors que d'autres matériels sont partis déjà de Lubumbashi par train pour se déployer dans toute l'ancienne province du Katanga. D'abord, Kolwezi, je dirais Lualaba, Olomami et Tanganyika, mais aussi Lomami et Kassai oriental à partir de Mweneditu. Le train qui passe justement par Kananga va permettre la jonction de tous ces matériels pour couvrir la partie centrale. Il y a 2 jours, nous avons rempli l'entrée de tous les camions de matériel au niveau des... Non, c'était d'abord les premiers camions de test qui sont partis d'ici jusqu'à Lusambo. Nous sommes déjà en province de Sankuru. Ceci dit donc, le matériel de Sankuru est déjà aussi à Ilebo. Il va passer par Kananga et foncer par route jusqu'à couvrir les Sankuru. Partie est, des matériels sont partis de Mombasa et de Darslam pour entrer par les frontières de Mahagi, Aru, Beni, disons à Kassindi, et Goma par Bunagana, ainsi que Lubumbashi via Kasumbalesa. Tous ces matos sont à 80% déjà au pays, au niveau des points frontaliers, c'est-à-dire soit Goma ou Kasumbalesa, mais là, le plus souvent un peu plus enterré à l'intérieur de Lubumbashi. Les matériels de Kisangani passent par Bunia. Nous avons connu un vrai problème sur la R4, c'est-à-dire des grands bourbiers se sont installés au niveau à 185 km sur la route Kisangani-Bunia. Nous sommes intervenus et l'office de route a pu plus ou moins entrer en musique pour baliser ces bourbiers et nos conteneurs sont déjà arrivés à Kisangani. Une partie des matériels de la Mongala passe plutôt par Kisangani et ils feront le fleuve en sens contraire. Voilà la partie plus ou moins du nord du Bazuélé sera couvert par Kisangani, alors que le Pau-Wélé sera couvert à partir de la frontière Aru pour couvrir tous les territoires de Ouacha, Farajé, Dungu et Nyangara jusqu'à Rum. Voilà donc tous les pays couverts sur cette question. Tout ceci est basé sur une cartographie. Cette cartographie est là comme indicateur. Un seul pays, circonscription présidentielle. Subdivisé à 26 provinces. Et les 26 provinces en milieu urbain sont subdivisées en 32 villes. Les 32 villes subdivisées en 310 communes et les 310 communes subdivisées en 2815 quartiers. En milieu rural, 145 territoires,
subdivisé en 734 chefferies secteurs et les 734 chefferies secteurs subdivisés en 6095 groupements. Les 6095 groupements subdivisés à plus ou moins 88 000 villages. C'est au niveau de ces villages et de ces quartiers que sont localisés l'ensemble du bureau de vote dont je vous ai parlé. Nous allons organiser 3 scrutins: présidentiel, législative, nationale et provinciale. La circonscription, il faut le répéter, présidentielle est unique, le pays. La circonscription pour la députation nationale, c'est les territoires et les villes, à l'exception de la ville de Kinshasa où on a un regroupement de quelques communes autour de 4 circonscriptions. Et la circonscription pour la députation nationale, c'est territoire et ville, à l'exception bien entendu aussi de Kinshasa où la circonscription est la commune. Agrégat en termes statistiques. Près de 40 millions d'électeurs vont être invités, vont être appelés à voter le 23. 21 candidats à l'élection président de la République qui sont connus avec les listes définitives. Plus de 15 000 candidats, 16 000 candidats pour la députation nationale, soit une moyenne de 40 candidats pour se disputer un siège. Et près de 20 000 candidats pour la députation provinciale pour se disputer 715 sièges. Une fois les élections organisées, il y a aujourd'hui la dimension des centres locaux de compilation des résultats. On n'en parle pas assez. Nous avions créé un cadre avec les candidats présidents de la République où on devait discuter de tous ces aspects techniques. Bon, malheureusement, nous n'avions pas la même compréhension de ce que devrait être ce cadre. Point qu'aujourd'hui, il va falloir que nous allons présenter les éléments demain. Il va falloir que tout le monde sache comment les résultats seront consolidés et comment ils seront annoncés en termes de résultats provisoires. En termes simples, le soir du 23 décembre, à partir de 19 h, seront ouverts tous les centres locaux de compilation des résultats. Ils sont localisés au niveau de chaque circonscription. Dès ce soir, les résultats vont commencer à être collectés dans les plis. Et à travers ces plis, ils viendront au niveau des centres locaux de compilation. Je ne parle pas des résultats transmis. Parce qu'on fait la confusion, la machine à voter et consorts. La machine à voter va rester locale. Elle va permettre l'impression des bulletins de vote in situ. Et les résultats qui seront annoncés seront les résultats consolidés, comptés manuellement, sortis de l'urne. La transmission des résultats va se faire comme elle a toujours été faite, en 2006 comme en 2011, pour que nous arrivions à annoncer les résultats. Ce faisant, quand les résultats vont arriver au niveau des CLCR, ce sera le traitement. Quelle est l'approche? Comment on va traiter au niveau des CLCR? Ce sont des éléments que nous allons devoir présenter aux candidats pour que chacun sache exactement comment c'est tenu. Mais ce qui est sûr, la présence des témoins a été indiquée à partir du bureau de vote, transport des plis au niveau des centres locaux de compilation, même au niveau des centres nationaux, c'est-à-dire au niveau du siège, lorsque nous allons devoir consolider les résultats, surtout en ce qui concerne les candidats présidents de la République. Est-ce que suis-je en train de dire que tout va bien et que maintenant c'est comme un boulevard pour arriver au 23? Non, il y a encore des défis qui restent devant nous. Tout en vous disant que je voudrais demander aux Congolais d'être humbles. Les élections s'organisent au Congo, nous sommes sur terre. Il n'y a pas une élection parfaite au monde.
même aux États-Unis, dont on clame les niveaux de démocratie, vous attendez des élections qui sont passées où on vous a dit qu'il y avait des Russes, il y avait de ceci, il y a cela. L'essentiel, c'est de sauvegarder la valeur intrinsèque des votes et que la vérité des urnes soit garantie. Et cela passe par plusieurs mécanismes, dont un, la transparence. Pour ce qui est de la CENI, nous n'avons rien à cacher et nous sommes ouverts au point que tout ce que nous voulons faire, nous sommes prêts à ce que ça se fasse comme dans un verre. Que les gens viennent avoir l'information requise. La CENI est grandement, les portes de la CENI sont grandement ouvertes quant à ça. Le deuxième mécanisme, c'est la surveillance du vote. La surveillance du vote nous appartient à nous tous, observateurs, témoins des partis politiques, mais en restant dans la loi. Que nous couvrions l'ensemble des bureaux de vote. C'est un indicateur, alors un vrai indicateur qui amènera la transparence. Autre élément, c'est bien entendu l'implication dans le bon sens. L'implication dans le bon sens, c'est dans le sens que non. Il y a un pouvoir organisateur des élections. Les gens confondent beaucoup de choses et la CENI n'est pas prête dans cette logique-là. La Constitution a prévu qu'il y a une institution à charge de conduire tout processus électoral et référendaire. La Constitution n'a jamais dit qu'il faut un consensus sur ceci et ça. D'ailleurs, je l'ai dit à quelqu'un, il paraît que cela a énervé, pourtant c'est la vérité. Le terme consensus ne se trouve pas dans la Constitution. Et j'ai dit encore à quelqu'un, on aime beaucoup utiliser des termes selon que c'est le Congo. Nous ne sommes pas des sous-hommes. C'est le Congo, nous sommes tout comme tous les autres pays. On nous parle des termes du genre, l'inclusive, il faut une élection inclusive. Il n'y a pas d'élection inclusive au monde. Montrez-moi un pays où on a fait des élections inclusives. Dans tout pays comme le nôtre, vous savez que le président Nanga ne peut pas être candidat à l'élection. C'est une exclusion. La loi dit au Congo que non, les militaires et les policiers ne votent pas. C'est une exclusion, ils ne peuvent pas être des candidats. La loi dit dans mon pays que quelqu'un qui a fait 2 mandats à l'élection présidentielle ne peut plus postuler pour un 3e mandat. C'est une exclusion. La loi dit, met des mécanismes, il dit que non, quelqu'un qui a été condamné pour telle ou telle autre raison ne peut pas être candidat. C'est une exclusion. Faut-il au nom de l'inclusivité qu'on mette nos lois à côté pour qu'on dise qu'on veut avoir des élections? Non. La CENI organise les élections en fonction de la loi. On nous parle en plus des élections apaisées. Je vous informe qu'une élection est par essence un conflit. Premier ministre, vous êtes candidat, ce sera un conflit ouvert avec les autres. Mais c'est un conflit organisé. Alors, si c'est un conflit, bon, les termes apaisés, oui, il faut plutôt dire que les élections se fassent conformément aux principes, aux prescrits de la loi. Et que les règles de jeu soient respectées. Et parmi ces règles de jeu, nous citons, il faut qu'il y ait liberté d'expression. Et nous sommes en train de travailler pour ça, faire ces plaidoyers. Il faut un accès équitable des acteurs politiques, surtout en ce qui concerne les médias publics. Nous faisons le plaidoyer pour ça. On pense que c'est la CENI qui doit décider. Non, ce n'est pas à nous de décider à ça. Il faut la liberté de chaque candidat, des mouvements, des meetings, tout en respectant la loi. Si votre liberté, c'est juste pour aller ingérer, disons, dire des mauvaises choses contre les institutions, ça aussi, ça pose un problème.
Donc il faut garantir cet espace, ouvrir l'espace, et que tout le monde qui est en position de compétir y arrive. Voilà plus ou moins en quelques mots et de façon ramassée ce que je pouvais partager en ce moment. Si je l'ai dit ainsi, c'est que nous sommes à 24 heures du lancement de la campagne. Vous attendrez beaucoup de choses. Même parmi ceux qui vont passer ici pour dire que non, il faut encore un report, il faut encore, je ne sais pas, un consensus, il faut l'inclusivité, il faut apaiser. Non. Je peux vous dire qu'en 2006, nous étions juste en face ici, à la salle des affaires étrangères. Tous les candidats, et à l'époque c'était 1+4, tous les candidats étaient là. Le président, le vice-président Rouberois, le vice-président Japir Bemba, le vice-président Zaïdi Ngoma, à l'époque il était, je ne sais pas, il était déjà le président, c'est Kamitatou, et tous ils étaient là. La salle archicom d'acteurs politiques. C'était le jour du lancement de la campagne. La réunion nous a pris de 10h à 16h. Où tous s'étaient réunis pour dire non, non, il faut qu'on attende d'abord. On n'est pas prêt pour aller à la campagne. Mais sauf que pendant qu'on était là vers 15h, on apprend que non, le président Vital Kamerhe était déjà à Kalemi devant au stade, en train d'introduire son candidat, le président Kabila, pour lancer la campagne. Le président Bemba s'est éclipsé comme s'il partait au téléphone. Il est sorti pour ne plus jamais rentrer là sur son avion à Guémen. Et tout le monde qui était en train de négocier là, non, non, il faut qu'on reporte, a constaté que l'affaire était partie. Les élections font peur. Même ceux qui les réclamaient hier à crier à qui accord. Quand j'ai publié le calendrier élection en décembre 2018, on m'a reproché partout. Non, il fallait mettre mars, il fallait absolument mettre juin. Mais les mêmes personnes qui réclamaient les cris n'importe quoi, à crier accord les élections, aujourd'hui sont en train de dire qu'on repousse. Malheureusement, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour échanger. Il y a un temps pour dialoguer. Il y a un temps pour les élections. On a dialogué, on a échangé. Maintenant, c'est le temps des élections. Entre-temps, il peut y avoir des propositions constructives pour lesquelles la CENI s'engage à discuter et voir comment ça. Mais en restant dans les principes qu'on ne doit pas, on ne doit plus vraiment compromettre la date du 23. 23 décembre, nous irons aux élections et nous ferons en sorte que Noël, au soir de Noël, nous annoncions les résultats provisoires en indiquant qui est le nouveau président de la République. Bonne chance, premier, si c'est vous. Dites-moi félicitations. Encore, c'est d'abord la bonne chance. Je vous souhaite d'abord bonne chance pour le moment. Mais le 23, nous irons aux élections. Je vous remercie. Les arguments de part et d'autre pleuvent, j'allais dire, de manière régulière, et en avançant aussi le problème du fichier électoral. Nous avons entre 6 et 7 millions d'électeurs qui sont sans empreinte. Nous ne pouvons pas faire fi de ce problème et continuer comme si de rien n'était. Quel est le risque que nous courons? On risque d'avoir des élections où la participation sera très faible et où les résultats seront forcément contestés. La contestation des résultats qui seront fortement contestés va nous amener vers une crise politique
qui nous amènera aussi vers une crise économique, et en définitive, on arrivera à une crise sociale. Et c'est là où on parle du chaos et de tous les troubles qui peuvent advenir. Comment faire pour éviter? Nous devons nous comporter en personnes responsables. Et ça, pas seulement les acteurs politiques, mais tous les Congolais. Voilà pourquoi nous avons parlé du mot consensus que le président de la CENI ne retrouve pas dans la Constitution. Cela est vrai, mais le consensus, déjà en politique, tout normalement se passe avec le consensus. Même si nous devons arriver à un vote pour une loi au sein de l'Assemblée nationale, il y a quand même des débats et des discussions qui vous permettent d'arriver à ce stade ou à cette étape du vote. Donc vous vous mettez d'accord pour pouvoir voter et faire le choix de la loi que vous allez mettre en place. Et le président de la CENI se souviendra qu'en 2016, on s'est retrouvé à la Cité de l'Union africaine pour arriver à cette formule qu'il présente aujourd'hui de 3 élections en une fois. C'était sur sa proposition. Mais il a fallu qu'on trouve un consensus. Les élections devraient se dérouler il y a 2 ans. Okay? C'est suite à ce consensus et ensuite au dialogue ou de l'accord de la Saint-Sylvestre que nous sommes arrivés à cette formule. Et donc il faudrait vraiment tenir compte d'un consensus pour aller de manière apaisée à ces élections qui risquent d'être très agitées et avoir des résultats non contestés. Ou du moins des résultats qui seront acceptés par la plus grande partie de notre population. Le président de la CENI a aussi parlé du conflit. Que les élections, par essence, sont un conflit. Oui, Monsieur le Président, je serai en adversité avec mes collègues candidats. Mais je ne voudrais pas être en conflit avec la CENI. Si vous voulez être en conflit avec nous, vous risquez gros, Monsieur le Président. Hein? Vous êtes notre technicien, on préfère vous préserver de tous les aléas que les politiciens peuvent vous amener. C'est donc dans cet esprit de consensus que nous avons fait une proposition au niveau des progressistes de pouvoir intégrer, je pèse bien mes mots, intégrer cette nouvelle technologie qu'on appelle la blockchain. C'est une nouvelle technologie aujourd'hui qui a fait ses preuves dans d'autres pays, en Afrique comme en Europe. Et c'est une technologie qui permet à ce que les élections, ou sinon l'architecture actuelle de la CENI, l'architecture, je parle de l'architecture informatique de la CENI, puisse être mieux sécurisée, transparente, et qu'elle puisse être crédible aux yeux des différentes parties prenantes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les discussions qui tournent autour de la machine à voter, c'est le fait de ne pas savoir exactement de quoi est composée cette machine à voter. Nous avons eu les Britanniques qui sont venus voir la machine, qui ont fait des recommandations, dont j'espère qu'elles seront appliquées. Mais ils ont fait une observation de taille, ils ont bien précisé qu'ils n'ont pas pu auditer la machine. Et donc pour nous, qui ne sommes pas des connaisseurs en matière informatique,
la machine à voter reste une boîte noire. Nous ne savons pas de quoi elle est composée. Nous devons faire confiance à Miro System et surtout à la CENI les yeux fermés. Mais comme vous savez, on le dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc je ne vais pas trop m'attarder sur la question du blockchain parce que nous avons des experts dans la salle qui vont faire un bref résumé pour pouvoir nous expliquer ce que c'est la blockchain et ce qu'ils peuvent éventuellement apporter à notre système. Ce ne sera pas dans des termes techniques. Plus tard, ils pourront rencontrer les techniciens de la CENI si le président de la CENI l'accorde. Deuxièmement, nous avons aussi le problème des électeurs sans empreinte. Nous avons aussi proposé, toujours à travers la blockchain, d'installer dans chaque bureau de vote une petite machine qui peut authentifier tous les électeurs. Cela va facilement élaguer les soupçons concernant les électeurs fictifs. Au lieu d'avoir un contrôle physique par les agents de la CENI, eh bien cet appareil pourra authentifier la présence de chaque personne qui sera venue voter dans ce bureau. Et cela nous permettra aussi d'avoir le nombre précis des votants dans chaque bureau. Parce que nous savons que chaque machine arrive avec 660 bulletins de vote, mais comme vous le savez, Monsieur le Président, on n'a pas forcément 600 votants dans chaque bureau. Il y a des bureaux qui ont 300 ou 350 votants. Comment être sûr que ce gap-là ne sera pas couvert par des votants, j'allais dire, fictifs? Et donc la blockchain pourra aussi notamment nous aider avec cette authentification des électeurs. Et enfin, nous avons le problème du contrôle physique. La loi électorale aujourd'hui prévoit la présence des témoins au niveau des bureaux de vote. Mais nous demandons aussi à la CENI de bien vouloir accepter la présence des témoins ou sinon des représentants des candidats présidents de la République au niveau des centres locaux de compilation des résultats pour pouvoir certifier le passage de tous les résultats au niveau de ces centres. Et pour finir, accepter la présence des observateurs régionaux ou internationaux, mais neutres en tout cas, au niveau de la direction informatique du Centre national de traitement, là où tombent tous les résultats qui sont envoyés à partir des bureaux de vote. Et donc ce sont des propositions constructives qui peuvent être mises en place très rapidement, en moins d'un mois, mais qui pourront permettre à ce que la confiance puisse, d'une certaine manière, avoir, que chaque candidat, en tout cas, puisse avoir confiance dans le système qui est mis en place par la CENI. D'abord, la transmission va se faire des machines de vote, il me semble, à un serveur central à Kinshasa. Ensuite, la transmission se fera du serveur central à Kinshasa à des serveurs, à des centres de données régionaux. Cette transmission-là peut être doublée, c'est-à-dire que sans changer quoi que ce soit à l'installation que vous avez mis en place, qui a déjà coûté très cher aux contribuables, et dans un temps extrêmement court, ce qu'on peut faire, c'est de copier l'information envoyée par les machines Miro et de la mettre dans un système blockchain qui sera protégé par plusieurs serveurs, qui fera en sorte que même si l'installation qui a été mise en place par la CENI tombe, on puisse récupérer l'information de ces serveurs-là.
L'idée, c'est uniquement de recopier et d'envoyer cette information vers cette blockchain que la CENI construira à sa convenance, un peu partout au Congo ou à Kinshasa. L'idée, c'est que cette information valide de manière instantanée avant l'arrivée des clés USB, avant l'arrivée du comptage final par papier, instantanément, avec la réponse qui a été donnée par les machines de vote, une réponse qui est parallèle et instantanée. En gros, c'est ça. Donc c'est une installation qui ne va pas coûter très cher aux contribuables, ne coûtera quasiment rien, et qui est complètement faisable dans le délai qui nous reste, et encore une fois qui préserve l'intégrité de l'installation qui a été mise en place par la CENI à ce jour. Toutes les étapes restent les mêmes, il s'agit juste de faire une copie numérique instantanée avant l'arrivée des clés USB, avant l'arrivée du comptage papier, et protéger cette copie-là, la mettre de côté à disposition de la CENI et du coup à disposition de tous les Congolais le jour même des résultats des élections électorales, des élections présidentielles. Ça permet en fait effectivement un double comptage. Donc l'idée, je reprends vos mots aux deux, l'idée c'est à la fois effectivement de trouver un consensus sur ce résultat-là, c'est-à-dire que si on est sûr que le résultat a été validé et protégé et sûr, on est moins dans le risque d'avoir de la violence post-électorale ou des problèmes, des contestations, puisqu'effectivement cette information-là ne sera pas uniquement venue de la source des machines, mais sera aussi venue d'un circuit qui est parallèle et qui est installé par la CENI elle-même. Donc la CENI ne dépendra pas de ses fournisseurs sud-coréens, mais dépendra plus que d'elle-même, que des serveurs qu'elle aura installés. C'est la première chose, c'est le mot de son Excellence M. Badimanga, mais aussi je reprends le mot du président de la CENI. L'idée, c'est de protéger et de faire en sorte que les voix de tous les Congolais soient exprimées et soient sauvegardées, mis dans un endroit sûr, et puis dévoilées aux Congolais de manière rapide, en même temps que le résultat de la machine à voter. Voilà. C'est important que nous ayons quand même un consensus à un certain niveau qui nous permette d'aller vers des élections apaisées, pacifiques. Lorsque j'ai reçu l'invitation et que j'ai vu le thème m'accorder, identifier quelques préoccupations de la société civile sur le processus électoral, je me suis dit qu'il était pour moi l'occasion de présenter quelques préoccupations que j'ai eu à capitaliser lors de mes différents échanges avec la population à la base, mais aussi lors de certaines formations que j'ai eu à réaliser avec quelques candidats partis politiques, leurs témoins, ainsi de suite, autour de certaines questions qui s'avèrent importantes relativement au processus électoral. Donc je vais évoquer quelques préoccupations. Il y aura quelques préoccupations d'ordre psychoéthique. Je vais laisser les préoccupations politiques parce qu'on les a déjà évoquées. Je vais parler des préoccupations technico-opérationnelles, mais il est quand même important d'évoquer l'une des préoccupations importantes qu'on semble oublier, c'est la préoccupation sécuritaire et humanitaire. Bien sûr que ça ne dépend pas de la CENI, mais ça dépend du gouvernement et même des politiques. Alors, la préoccupation psycho-éthique, moi je l'appelle un facteur important qui pourrait même être défavorisant pour la tenue des meilleures élections. C'est la méfiance, en fait, de l'ensemble de la population ou même de la majorité des acteurs clés au processus électoral, et il faut aller au-delà, même à l'administration électorale, donc la CENI. Il est important de noter que, en réalité, en fait, la confiance réciproque, parce qu'ici, il ne faut pas obliger seulement la confiance à l'administration électorale, elle doit être réciproque avec
entre tous les acteurs et même la population constitue la force. Nous avons eu une surprise quant à la désignation du dauphin du président de la République. On vient d'avoir une surprise avec la désignation du candidat commun de l'opposition. Peut-être que la population s'attendrait à une surprise quant au candidat qui sera élu. Et je crois que le président l'a si bien dit, il tient à la transparence de la gestion des élections. Alors, il est important de noter aussi une autre préoccupation, c'est le questionnement et les doutes de la majorité de la population des citoyens congolais autour de la problématique des résultats de vote qui soient fiables, acceptés et acceptables. Ça, je l'ai senti et j'ai eu à capitaliser cela. Je voudrais évoquer les préoccupations technico-opérationnelles, comme on n'a pas assez de temps. La principale, évidemment, le Premier ministre honoraire l'a dit, c'est autour de la machine à voter. Au-delà des avantages qu'apporte cette machine, parce qu'il n'y a pas que les désavantages, mais la grande question et ce qui constitue la préoccupation de la population reste au niveau du fait qu'à travers certaines communications de certains responsables de la CENI ou même certains techniciens, quand ils viennent présenter la machine auprès de la population, ils insinuent que la machine aura à transmettre les résultats. Et ça, le président de la CENI vient de dire qu'il n'en sera vraiment pas question. Je crois qu'il est important de bien rendre objective la communication à ce niveau-là, parce que s'il y a la transmission de résultats au travers de cette machine, eh bien, ça risque de nous amener vers un vote électronique, et c'est ce qui fait la crainte de l'ensemble, de la majorité de la population. Et vous avez suivi aussi que, et je viens d'entendre le président évoquer, qu'au soir du 25 décembre, on pourra présenter les premières tendances des résultats. Je dis donc 3 jours après. Alors, le calendrier indique 7 jours. Je me demande, ça c'est moi qui me demande, quelle sera en fait l'efficacité du travail dans les CELSER pour qu'on arrive à cela. Il est important que le président nous le clarifie pour que nous partions avec des esprits tout à fait apaisés. Alors, une autre préoccupation qui, cette fois-là, a été relevée au niveau de la plupart des candidats politiques, tout ça, c'est le fait que, effectivement, le président l'a relevé au niveau des CELSER. Le processus est quand même un peu compliqué parce qu'on semble négliger la surveillance de la compilation des résultats à ce niveau-là. Encore que le processus au niveau du traitement des résultats dans les CELSER paraît quand même un peu complexe. Même nous, lorsque nous entrons dans les manuels de mesures d'application, ça nous paraît un peu difficile. Je crois qu'il aurait fallu une bonne communication à ce niveau-là. Mais c'est surtout au niveau du calcul du seuil de représentativité. Parce que, pas plus longtemps que le vendredi passé, j'étais dans une formation avec des politiques qui ont soulevé cette question-là. Et cela s'avère une grande préoccupation que le calcul du seuil de représentativité se fasse au niveau national. Et comme vous le savez, Président, il n'y aura aucun observateur et aucun témoin. Ça suscite quand même quelques préoccupations. Il est important d'apaiser la lanterne des gens. En même temps, il y a une question importante que nous semblons oublier. Si nous devons aller avec la machine à voter aux élections, il y a un problème au niveau de l'appropriation de cette machine dans les chefs de la population. Le président lui-même le sait que l'ensemble de la population, au moins on peut compter peut-être l'initiation de cette machine à l'avantage de la population n'a pas encore atteint 70% des électeurs. Et ça peut avoir des incidences sur la participation au vote de la population. Et notamment, on risquera d'avoir beaucoup de cas d'abstention. Il y en a qui pourront ne pas y aller par frustration, par peur, parce qu'ils se disent qu'ils vont vers l'inconnu. Mais aussi, il y aura beaucoup d'électeurs qui seront assistés, quand bien même que la loi l'autorise. La question du fichier électoral, ça, le Premier ministre l'a évoqué, mais nous disons qu'il faut noter quand même que la CENI s'est efforcée à beaucoup argumenter pour expliquer cette question, tant sur le plan technique que sur le plan juridique. Vous savez qu'il y a des mesures d'application de la loi sur l'identification des électeurs en leurs articles, je crois, 22, qui essayent d'apporter une solution à ce problème. Mais rassurez-vous, Monsieur le Président, qu'au niveau des acteurs clés, au niveau de la population, c'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. Donc ça semble ne pas passer. Est-ce que c'est par mauvaise foi?
Est-ce que c'est par cette méfiance qui couvre déjà la collaboration entre les acteurs et la CENI? Ça, il faudra qu'on s'y pose comme question si l'on veut bien arriver, en tout cas, à harmoniser nos vues pour qu'on aille vers des élections apaisées. Et nous pensons autour de cette question, et nous avions déjà échangé plusieurs fois avec le président, qu'il y a nécessité que, en fait, l'on aille vers quand même un consensus technique, évidemment, qui apporterait différentes approches pour apaiser la lanterne des gens autour de la question du fichier électoral de la machine à voter. Et là, il y a nécessité de pouvoir recommander la réceptivité et l'ouverture réciproque, tant de la part de la CENI que de la part des acteurs politiques, parce que la dernière rencontre s'est mal terminée. Je crois quand même qu'il faudra qu'au niveau des acteurs politiques, que l'on sente la volonté d'aller vers une solution pour que nous ayons des élections apaisées. Et la campagne électorale va bientôt commencer, donc demain vous allez lancer ça, Président. Mais il va falloir noter que cette campagne va se réaliser sur fond d'injustice, d'inéquité, d'asymétrie entre les candidats. Cela n'est pas de votre responsabilité, mais il est important qu'on le relève, étant donné que les politiques sont là. Et nous savons tous qu'il y a un candidat qui est accusé d'avoir utilisé le patrimoine de l'État, et je parle du patrimoine humain, logistique, financier, ainsi de suite. Et ça, je crois que ça ne va pas favoriser une campagne tout à fait paisible. Je voudrais vous dire que dans notre monitoring, avant hier, je recevais une information émanant de Boulungu, dans la province du Kwilu, où il y a eu une confrontation entre, d'une part, militants soutenant un candidat de l'opposition, et d'autre part, militants soutenant un candidat du FCC, un candidat député. Et il y a eu une confrontation telle que les gens, il y a eu des blessés, et ainsi de suite. Donc, il est important, ici, peut-être que le CESAC devait être invité à ces assises, parce que cela y va de son rôle, que l'on dote de moyens au CESAC, que le CESAC puisse collaborer avec la CENI, pour que la campagne soit pacifique, une campagne qui ne verse pas dans la violence, parce qu'on risquerait de rééditer l'expérience de 2006 où la campagne avait versé dans la violence, que des sièges étaient détruits plutôt, que des gens ont trouvé la mort, ainsi de suite. Ce n'est pas des choses à souhaiter maintenant. Alors, il y a un élément important. Oui, il y a un élément important en rapport avec l'efficacité et la crédibilité du contentieux des résultats, et ça ressort au regard de tout ce qu'a été le contentieux des candidatures, ainsi de suite. Je crois qu'il y a un code, un référentiel électoral qui venait d'être mis sur pied par la CENI pour essayer d'orienter en fait la gestion du contentieux électoral. Il y a nécessité que ça soit vulgarisé, surtout que les avocats qui vont soutenir les candidats en sont au courant. Franck Diongo, Jekoko Mulumba, Christian Loumou, Maître Eva Kouete. Pour les activistes des mouvements citoyens, nous avons Carbone Béni, Mini Bompomi, Cédric Kayembe, Grace Chunza, Arsène Katolo, Miko Boto, Toto Boto Chaminga, Alain Mouaka, Héritier Losomba, Enoch Mwanda et Mwanza. Pour ceux qui ont bénéficié de l'amnistie depuis 2014 mais qui restent toujours détenus sont Kassamba Mukala Jean-Pierre, Ramazani Lukaba, Goundé Azamba Léonard, Ngemgaza Velinga Franck, Aombiawe Modeda Gabriel, Ngwali Kengembali Héritier, Itambi Bomboko Justin, Kawaya Zumbele Alexis, Matungulu Ibrahim, Kelenga Valencia Bosco, Konzoni Ekobi Laurent, Bayada Aburu, Popike Batangezi, Bitumba Welegelor, Makambo Abia, Maître Yangabi Limbote Firma, Kikunda Bolembo Eric, Mapela Mbanga Gérard, Sebuntu Samuel Damou, Biamungu Maeshe Bernard, Biyoyo Karawaga Josué, Sambimana Mwendango Samuel, Ambumba Linganga Jimmy, Rosa John, Itamana Edmond Sadam, Mouchamuka Bahati Jean-Pierre, Manda Nja Shérif, Ewa Alongo Gustave, Awewe Mangenge, Atenkimana Ndarwa Batisse, Bakungu Nyangatema Innocent, Bizimungu Patrick,
Gaza Sira Égide, Gato Jean-Claude, Abiyarimana Juvenal, Akizamana Wampolazi, Kiaitare Mouniatoire Patrick, Kaanzi Banza Innocent, Kamazi Bihame Faustin, Atenge Kamet. 4 médias proches de l'opposition sont également et toujours fermés à Lubumbashi. Il s'agit des Joua, radio et télévision appartenant à l'opposant Muyambo, Nyota Radio et télévision et Mapendo Télévision appartenant à Moïse Katumbi, VK Télévision appartenant à l'opposant Gabriel Kyungu Wakumwanza. Les manifestations et réunions organisées par des partis politiques ou par la société civile sont généralement soit interdites ou réprimées par les forces de la sécurité, alors que celles des partis de la mouvance présidentielle se déroulent sans incident. La CAJ rappelle que dans ses résolutions 22 77, 22 93, 23 48 et 24 09.5 et 6, le Conseil de sécurité des Nations Unies a exhorté le gouvernement de la RDC à créer des conditions d'apaisement nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste, crédible, ouvert, transparent et pacifique. L'Union africaine a aussi encouragé le gouvernement congolais à plusieurs reprises d'assurer un processus électoral qui s'accompagne d'un débat politique libre, d'un accès équitable aux médias de tous, y compris aux médias d'État, de la sécurité de tous les acteurs politiques, des observateurs, des témoins, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des acteurs de la société civile, notamment les femmes. Ainsi, la CAJ demande au gouvernement d'appliquer les mesures de décrispation politique, notamment faire libérer dans les meilleurs délais tous les prisonniers politiques et d'opinion et abandonner les poursuites judiciaires en cours contre les opposants et les acteurs de la société civile précités. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez alléger les mesures par rapport à cela? Parce que lorsqu'il y avait l'enrôlement, il y a eu des plateformes qui ont fait l'observation dans les centres d'enrôlement. Est-ce que ça ne peut pas aussi être le cas pour des organisations qui n'ont pas encore la personnalité juridique ou obtenu l'autorisation de fonctionnement provisoire, qu'ils œuvrent dans une plateforme, si la plateforme peut solliciter l'accréditation des observateurs. Par rapport aux électeurs sans empreinte, qui fait couler beaucoup d'encre, je crois que ce n'est pas tard. Excellence, est-ce que vous pouvez afficher rien que la liste des sans empreinte pour calmer la tension? Nous voulons des élections apaisées. Nous ne voudrons pas que déjà au soir ou 2 jours, comme vous le dites que vous allez publier avec célérité dans 2 jours, qu'il y ait déjà contestation. Et maintenant, je viens à ma préoccupation. C'est par rapport à la transmission des résultats. L'histoire nous rappelle qu'en 2006, 2011, on a transmis par VSAT dans au moins 11 jours. Comment vous allez le faire en moins de 2 jours si les résultats ne seront pas transmis par la machine? C'est une préoccupation. C'est une préoccupation majeure. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète. On dit, mais comment ça va se passer dans 2 jours? Parce qu'on a vu, vous savez que habituellement le 24 décembre, il pleut abondamment. J'ai déjà observé ça depuis plusieurs années. Il pleut abondamment le 24 décembre. Abondamment le 24 décembre. Comment d'abord ça va quitter les bureaux de vote pour aller dans le centre et arriver au CELSER? C'était ça ma grande préoccupation, mais je voudrais aussi savoir par rapport au camion, l'appui de la défense. Je suis d'accord, le gouvernement est partie prenante aux élections. La défense, le ministère de la Défense a appuyé la CENI, c'est tout à fait normal, mais il y a une question, une inquiétude de la population le jour du vote. Est-ce qu'on verra circuler ces camions avec la couleur de l'armée? Est-ce que ça ne va pas être confondu avec
les camions de la défense qui sont dans des zones d'opération. Merci. Vous avez souligné qu'il y a un climat délétère de méfiance. Vous avez dit que les soucis de la CENI, ce n'est pas avoir des élections apaisées. La crédibilité n'est pas un problème parce que s'il y a de invalidés, s'il y a des prisonniers politiques qui sont empêchés de participer, ça ne vous concerne pas, ça serait une question de justice. Mais je vous rappelle que la CENI a travaillé, vous le dites vous-même, en stricte collaboration avec la CENCO, par exemple. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Mais c'est quelque chose qui découle de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui n'est pas appliqué en ce qui concerne son chapitre 5. Au-delà de ça, je voulais avoir une précision concernant le système de données. J'imagine qu'il y a un système de backup, c'est-à-dire d'enregistration parallèle des données dans le cas où il y a un incendie, quelque chose qui empêche. Donc, franchement, le blockchain me semble tout à fait superflu. Mais je vais vous poser une autre question. Est-ce que c'est possible encore d'avoir des listes de dérogations qui ont été un fléau en 2011? Est-ce qu'avec votre système de machines à voter, vous aurez encore des listes de dérogations comme on a vu en 2011? Et troisième préoccupation est celle du climat que vous-même vous avez constaté comme délétère au niveau institutionnel et au niveau généralisé du pays. Il y a un dicton qui dit errare humanum est, mais perseverare diabolico. Nous avons vu dans les précédentes élections des problèmes qui se sont posés. Ne croyez-vous pas que les dialogues, les consensus et le respect aussi des engagements politiques librement souscrits vont apaiser cette situation de crise institutionnelle généralisée et que pour cela, il faut appliquer les décisions de l'accord de la Saint-Sylvestre, je dis et je vous remercie. Je veux savoir si les explications données par rapport au déploiement du matériel signifient une garantie par rapport au déploiement en même temps de la machine à voter. Parce qu'il s'est plané beaucoup de doutes par rapport à l'effectivité ou à la présence effective, si je peux le dire ainsi, de ces machines déjà au pays à la date des élections. C'est puis aussi une préoccupation, mais dans vos explications par rapport au déploiement, je ne vous ai pas entendu parler du Sud Kivu. Ce n'est pas parce que je suis du Sud Kivu, mais à côté du Sud Kivu aussi, il y a la province de Tanganyika, qui n'a pas été aussi soutenue. Des prisonniers politiques, d'opinion et des exilés politiques et d'opinion. La question... Ok. Ma question se rapporte par rapport à l'organisation des élections. Nous avons suivi avec attention soutenue le président Cordenanga qui a beaucoup parlé sur le processus électoral, la crédibilité du processus. Et j'ai senti à lui, en tant que président d'une institution d'appui à la démocratie, nous n'avons pas senti ou nous n'avons pas dégagé la volonté ou la détermination à organiser des élections qui permettront à notre pays de sortir du gouffre dans lequel nous nous retrouvions aujourd'hui. Raison pour laquelle je pose la question relative, parce qu'il a dit tout à l'heure que par essence, les élections signifient les conflits, un germe de conflits. Mais tout à l'heure, j'ai fait une recherche et j'ai constaté, contrairement à ce que lui il a pensé, que les élections, même par essence, ne signifient pas un conflit, mais par contre une compétition pour choisir. C'est un choix. On fait un choix et ce choix doit être organisé dans un cadre plus ou moins acceptable. Est-ce que la CENI, aujourd'hui, quels sont les efforts fournis par l'organe qui organise les élections pour permettre
que les élections qui se tiendront le 23 décembre est lié dans un climat où il n'y aura pas de contestation et pourquoi pas en tant qu'institution d'appui à la démocratie et qui est aussi pour la transparence, qui devait à principe aussi organiser des bonnes élections, permettre en ce que votre plaidoyer soit aussi dans le sens de permettre qu'il y ait une réconciliation nationale, bien que vous-même vous avez dit que pour vous, les élections, l'inclusivité ne signifie pas, je ne sais pas moi, grande chose pour que tout le monde, en principe, pouvait participer. Vous savez probablement pas ce que c'est. Le fait que nous pouvons encore nous asseoir, vous et moi, comme ça, et discuter. Si vous êtes au Yémen, ne ferez pas ça. Si vous êtes en Syrie, ça serait difficile. Nous avons des problèmes comme tous les pays ont des problèmes. La question, c'est de dire comment on prend nos problèmes et comment on les résout. Bon, ce sont des termes qu'on met souvent et qu'on aime utiliser surtout dans les cadres politiques, et tous les conseils. J'ai parlé d'élection, je n'ai pas dit que l'élection a comme synonyme conflit. J'ai plutôt dit que l'élection est par essence un conflit. Et c'est un problème sémantique. Un conflit, c'est-à-dire que non, lorsque vous avez parlé, même dans votre définition, vous avez parlé de la compétition. Quand on compétit, on est dans une position de conflit, mais c'est d'adversité. Mais c'est un conflit, j'ai dit un conflit organisé. Et c'est ce que nous disons, il faut qu'on fasse en sorte que ces élections soient organisées dans les normes et que tout le monde, bien que ça porte les germes de conflit, on sache que non, si c'est elle qui a gagné, qu'il soit sûr que c'est ça. Que faire pour qu'il n'y ait pas de contestation? Je vous dis que non, il y aura de la contestation. Ne vous en faites pas. Je ne peux pas prédire ici et dire non, des jours là on va annoncer, tout le monde va applaudir. Non. Parce que l'environnement ne s'y prête pas. Mais nous, en tant qu'institution, les dispositions que nous prenons, c'est faire en sorte que tout ce que nous faisons tende plus ou moins à garantir ce qui procède de la vérité des éléments. Le taux de participation, c'est un élément. Je sais qu'il sera important, comme dans 2006 à 2011, parce que les Congolais ont besoin de voter. Le taux sera important, le taux de participation, mais que le vote fait par tel Congolais lui soit rendu en termes de dire si on a voté pour Cabo, que sa voix aille chez Cabo, et qu'on applique la loi et les règles, que le meilleur gagne. C'est de cela qu'il est. Bon, réconciliation et consort, je ne sais pas. Ce terme-là de réconciliation, je l'attends depuis que je suis à l'université, surtout à 1990, l'époque de la démocratie. Conférence nationale, réconciliation, consensus, ce sont des termes qu'on a appris et qui sont cultivés dans notre démocratie. Et il faut qu'on travaille pour que les gens se réconcilient. Nous, l'Africain n'est pas de nature conflictuelle. Nous vivons ensemble, nous vivons dans la solidarité. Mais au contraire, je dirais même qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose la question des fonds. Est-ce que là, nous avons la démocratie est réellement bonne pour nous? Non, si on est sérieux, parlons, discutons-en. Parce que la démocratie, quand il n'y avait pas de démocratie, ici, on était ensemble. Et probablement qu'on n'avait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais dès que la démocratie est venue, on a commencé des débats. Parce que on nous impose ici une démocratie qui ne correspond pas à notre démocratie. Donc ce sont des questions de fond qu'il faut bien examiner et trouver éventuellement des systèmes politiques qui seraient tels que dans notre pays, même s'il y a élection, que faire pour que les pays ne soient pas divisés. Ce sont des questions de fond qu'il faut. Et ça va procéder, ça va nous amener à des grandes réformes. À des grandes réformes qui disent par exemple que vous savez ici pourquoi les gens compétissent. Vous avez 21 candidats à président de la République. Celui qui gagne est le président. Quel est le sort de ceux qui ne gagnent pas?
Quand quelqu'un se met en position, il dit si je ne gagne pas, je suis mort. Ou je suis rien. Non, non, c'est-à-dire on se met 5 ans, je vais rester sans fonction, sans rien, sans savoir ce que j'ai fait. Ça traumatise. Alors, il faut qu'on se batte pour gagner absolument. Même quand je vais, il faut qu'on dise que j'ai gagné. Ce sont des questions de fond qu'il faut qu'on se pose, qu'on soit sérieux entre nous, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise quelle est la bonne formule qui ferait qu'une élection organisée ne pose aucun problème. Bon, Maître Justin, le déploiement des machines à voter, quand on parle de matériel, la machine à voter est un matériel. Quand on dit qu'on a déposé avant-hier, j'ai parlé à l'honorable Combé. Il me dit, honorable, les matériels sont arrivés depuis 2 jours à Burundi. Ah, il me dit, aux Okosa, encore. Aux Okosa, matériels à Burundi. On l'a appelé par les gens de Burundi. Tout le monde y a un combien. Les gens pensent que quand on dit qu'on a déployé à tel endroit, il n'y a pas de machine à voter. Les machines font partie des matériels. Et le bateau qui est arrivé à Bogete, il a déposé ici à Kwamut, il a déposé à Bolobo, il a déposé à Jumbi, il a déposé à Lukolela, il a déposé à Bandaka. Et notre est entré dans la rivière pour arriver à la Chouapa. Et l'autre continue jusqu'à Kisangani. Une autre a continué jusqu'à Kula et Boussing. Tous les matériels font partie de ça. Je n'ai pas parlé de Sud Kivu, non, c'est juste que les matériels du Sud Kivu entrent par Goma. Dès qu'ils arrivent à Goma, Goma déploie le Nord Kivu, Goma déploie une partie de Maniema, et Goma déploie aussi le Sud Kivu. Tanganyika, ça entre par Lubumbashi. Alors je n'ai pas parlé de ça, je dis que non, les matériels sont à Lubumbashi, ils sont en route vers là-bas justement. Bon. Madame, vous ne pouvez pas donner votre nom, vous êtes là, comité de la famille des prisonniers politiques. Madame Patricia, enchantée. Bon, évidemment, l'accord du 31 décembre était un accord politique. Il faut reconnaître le mérite de cet accord parce que il faut se poser la question de savoir où serions-nous aujourd'hui s'il n'y avait pas cet accord, à la lieu où nous étions en ce moment. Bon, il a... C'est seulement pour certains. C'est ça le problème. Le mérite de dire que non, elle a permis plus ou moins de stabiliser le pays, de baisser la tension qui était à son comble. On doit à cet accord. De donner une ligne qui aura permis à ce qu'on sache où est-ce qu'on va. Entre-temps, il y a des actions connexes, comme ce qui est lié à la décrispation politique. J'ai dit ici que je n'avais pas assez d'éléments, parce que ce n'est pas un dossier sur lequel je travaille. Ce n'est pas un dossier sur lequel je travaille. Que je n'avais pas assez d'éléments pour apprécier et dire ça a été appliqué, ou ceci a été appliqué, ou ceci a été... Mais comme tout le monde, oui, mais je me dis que non, moi-même je suis limité. Qu'est-ce que je vais faire à tout ça? Est-ce que vous pensez que j'ai la capacité d'aller sortir? Non, ça fait partie du problème. Non, ce sont des problèmes que nous constatons comme nous et j'ai pris acte du fait que ce sont des problèmes qui existent et qui sont là, pour lesquels il faut continuer à travailler sans désemparer jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de ces problèmes. Bon, est-ce que nous avons un backup? Bien entendu. C'est la raison, heureusement vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous. Le blockchain, nous allons discuter avec ces gens et nous sommes ouverts. Mais je pense que ça risque d'être superfétatoire. Parce que nous avons ce qu'il faut. L'infrastructure qu'il faut, nous avons des bases de données. Nous avons un système de protection de nos données, avec des backups qui sont tels que même si vous incendiez la série, nous allons opérer ailleurs. Nous avons ce qu'on appelle des sites miroirs qui nous permettent de récupérer nos données sans qu'il y ait... Bon, que les blockchains viennent encore là-dessus, il n'y a pas de problème. En 2018 comme en 2011, il n'y en aura pas. Vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne votez pas. Ne vote que ceux qui sont sur la liste électorale. Même si vous avez la carte et que vous pointez dans le bureau de vote, si votre nom ne figure pas sur la liste électorale, vous ne votez pas. Non, les observateurs, à l'exception de ceux qui sont
Ceux qui sont dans l'exception, c'est les témoins, observateurs, ou les agents de l'État et les agents de la CENI en mission, ou les conjoints ou conjointes des autres. Bon, enfin, madame, la question du climat délétère, effectivement, il est là, effectivement. C'est un problème de fond qu'il faut poser et nous poser la question de savoir que devons-nous faire pour que la période électorale aujourd'hui ne soit pas, par exemple, une période qui bloque tout. Quand on fait l'élection en France, aux États-Unis, la vie continue normalement. Tout n'est pas suspendu. On n'attend pas que non, on ne paye plus les gens parce qu'il y a élection. On n'attend pas que non, il n'y a plus rien, on ne construit plus des routes parce qu'il y a des élections. Qu'on arrive à la normalité, c'est ce qui importe, ce qui est intéressant. Enfin, Madame Babé, la transmission en 2 jours. Que voulez-vous? Vous voulez qu'on reste à 11 jours ou bien qu'on revienne à 2 jours? Non, je voudrais. Non, on peut les afficher. Mais la question est, même si je les affiche, qui viendra voir? Savez-vous que tous les électeurs des listes provisoires sont affichés aujourd'hui? Qui est passé voir ces listes? Les gens ne partent pas. Je peux les afficher. On a imprimé certains, on a donné aux candidats. Mais bon, si vous voulez qu'on les fasse encore, on peut les afficher. Ce sont des coûts. Évidemment, je suis contre et même la question du fichier électoral. Mais vu le temps qui nous reste, et on nous a mis dans une situation d'évidence, quelles sont les solutions que nous pouvons apporter pour avoir plus de transparence, crédibiliser cette élection et, j'allais dire, donner un peu plus confiance à la population congolaise dans ces élections. Et donc voilà pourquoi nous avons proposé la blockchain, qui est une nouvelle technologie qui peut apporter cette transparence et éviter à ceux qu'on continue à croire à cette machine à voter qui pour nous est encore une boîte noire dont on ne sait pas ce qu'elle contient. Alors, le président Corneille Nangaa a répondu à vos questions. Il y a 2 questions, je n'entends pas. Vous pouvez recommencer, je n'ai pas bien. Alors, le président Corneille Nangaa a également répondu à certaines de vos préoccupations. Êtes-vous satisfait? Satisfait, je dirais non, parce que cet échange, on aurait dû déjà l'avoir beaucoup plus tôt. Cet échange, on aurait dû l'avoir beaucoup plus tôt pour pouvoir remédier à certaines questions ou à certains problèmes. Malheureusement, on en parle à la veille du démarrage de la campagne électorale. Donc, je ne suis pas complètement satisfait, mais nous allons chercher à trouver les meilleures formules pour pouvoir nous engager dans cette élection. Et en quoi consiste votre proposition pour pallier la machine à voter au fichier corrompu? Il y en a 3. La première, c'est par rapport à la blockchain, qui est une nouvelle technologie qui permet à ce qu'il y ait plusieurs serveurs et qu'on ne puisse pas dépendre d'un seul serveur. Le problème, c'est la sécurisation de ce serveur qui peut tomber en panne, qui peut être manipulé ou qui peut être hacké à distance. Le deuxième élément, c'est que la blockchain apporte plus de transparence parce qu'avec plusieurs serveurs, plusieurs personnes peuvent voir les résultats en temps réel au même moment. Et donc, cela va rassurer les différentes parties parce qu'on ne devra pas juste accepter les résultats qui seront donnés par un seul organisme, j'allais dire, mais qui viendraient d'une seule équipe. Parce que les serveurs peuvent rester même à la CENI, mais il y en aura plusieurs, ça sera des copies, c'est un double comptage qui peut être vérifié. Ensuite, il y a le contrôle physique, où nous avons demandé que les témoins ne s'arrêtent pas seulement au niveau des bureaux de vote, mais qu'il puisse y en avoir aussi au niveau des centres locaux de compilation des résultats, et qu'il y ait des observateurs régionaux ou internationaux neutres au niveau de la direction informatique du Centre national de traitement. Tout ça va permettre à donner plus de transparence au processus. Au corps de la Saint-Sylvestre, c'est grave, vu que l'accord de la Saint-Sylvestre nous a sauvés aujourd'hui au pays de contestations élevées, des troubles, mais aujourd'hui, à revers de la main, M. Nangaa a osé balayer
tous les modes des élections prévus, notamment inclusives, apaisées, démocratiques, libres, transparentes, en disant que les élections en tant que conflit ne peuvent pas être émaillées de tous ces éléments-là. C'est grave. Encore faut-il préciser que le monsieur n'a pas considéré le sens que les prisonniers politiques ne puissent pas participer à l'apaisement du climat dès qu'ils seront libérés. Chose grave encore, nous avons assisté à un défi qui nous a lancé quant à l'apaisement des élections. Nous pensons bien que M. Nanga est en train de nous organiser des élections par défi. Et puis tel qu'il est là, il n'écoutera personne. On lui a posé la question au sortir de l'événement, quant au vote électronique. Vous avez écouté sa réponse. Il m'a demandé si j'étais avocat. Je lui ai dit oui. Et il m'a dit qu'en tant qu'avocat, en tenant-nous à l'article 47 de la loi électorale. Chose grave, moi je lui ai dit que l'article 237 ter prohibe toute forme de vote électronique dans ces pays. Et nous le savons très bien que la machine à voter garantit un vote électronique. Lorsque vous imprimez, lorsque vous avez un logiciel, lorsque vous avez des bases de données intelligentes au sein, incorporées dans un ordinateur, et au sortir duquel il y a des bulletins imprimés, moi je ne pense pas que ce soit un vote électronique. Et puis, on a insisté sur le fait que ces votes électroniques ne doivent pas avoir lieu dans ces processus, au cours de ces processus ici. Peut-être dans des processus à venir, notamment en 2023. Mais là, on ne peut pas avoir de vote électronique. Nous insistons que nous sommes dans un processus émaillé d'illégalité et d'inconstitutionnalité grave, puisqu'il a encore émis le vœu de voir Beni être écarté de liste électorale, notamment que les habitants de Beni ne pourront pas voter par force majeure. Et moi, je ne sais pas, en tant que juriste, la force majeure, nous la définissons comme un événement non imputable à quelconque parti. Oui, il y a Ebola, oui, il y a l'insécurité, mais l'État congolais, c'est quoi sa réponse quant à l'insécurité agrandissante? C'est ça le problème. Il y a l'État congolais qui disponibilise le moyen pour un parti, pour un candidat ici. Mais que fait l'État congolais quant à la répression de l'Ebola? Que fait l'État congolais aujourd'hui quant à l'insécurité agrandissante? Ce sont là les questions qui sont restées pendantes et les questions auxquelles M. Corneille Nangaa, excusez-moi les termes, arrogamment, a répondu avec défi. De l'opposition, qui sont principalement basés à Lubumbashi, nous avons cette question de l'accès équitable de tous les courants politiques et sociaux aux médias de l'État. Nous avons encore la question de l'ouverture de l'espace d'expression des libertés publiques, c'est-à-dire que le gouvernement doit faciliter l'organisation des manifestations ainsi que des réunions publiques à tout le monde. Mais nous avons aussi l'inquiétude par rapport à la question de l'emploi des moyens et du personnel de l'État par les candidats du FCC qui continuent encore à déranger plusieurs Congolais. Pourquoi pas nous, les membres de la société civile, nous espérons que dans les jours à venir, la CENI accomplira aussi sa part en les sensibilisant et d'obtenir aussi que toutes ces questions soient vite résolues avant la date fatidique du 23 décembre 2018. D'abord à la CENI, nous recommandons à ce que les engagements qui ont été plus ou moins pris ici, de manière verbale, lorsque le président de la CENI dit par exemple que la CENI reste ouverte à toute discussion, à toute proposition pouvant contribuer à l'amélioration du processus, à créer davantage de garanties de transparence pour le processus, c'est déjà une bonne chose. Nous espérons qu'elle va continuer à accepter de discuter avec les uns et les autres. De deux, lorsque la CENI, le président dit qu'il y aura la possibilité, pas seulement la possibilité, mais que tous les témoins des partis politiques, les observateurs des élections, seront admis à participer à tous les niveaux de traitement des résultats, jusqu'au niveau même de la centrale à Kinshasa. Nous pensons que c'est déjà une très bonne chose et nous espérons que, en ce qui concerne les partis politiques engagés dans le processus, ils prendront effectivement des dispositions pour former des témoins et que les autres observateurs prendront aussi les mêmes dispositions pour les faire participer à tous les niveaux afin
de rassurer à l'opinion que les élections avaient été réellement transparentes par le fait de la présence de tous à tous les niveaux de traitement des résultats. Bon, pour le moment, nous allons davantage organiser des dialogues parce que nous sommes plus engagés à pousser les uns et les autres à trouver un consensus, à planir les divergences qui se posent encore, de sorte à contribuer au moins à l'organisation des élections apaisées. C'est tout ce que nous voulons parce que nous sommes conscients qu'avec des élections non apaisées, ça serait plonger notre pays ainsi que son peuple dans des violences qui vont entraîner des violations graves des droits de l'homme. En ce qui concerne l'emploi de la machine à voter, les fichiers électoraux, je pense qu'il y a encore lieu de continuer à travailler. Nous sommes contents d'abord de constater que le président de la CENI s'est dit être ouvert à ce que nous puissions continuer à discuter avec ces techniciens. Et d'ailleurs, le rendez-vous va être confirmé cet après-midi sur la possibilité d'ajouter les mécanismes proposés par l'ancien Premier ministre Sami Badibanga, à savoir la blockchain, qui est un système qui va tout simplement permettre de protéger ou de créer un circuit de traitement et de protection double de toutes les données liées au processus électoral. Même si cela ne passait pas sous la forme d'un autre accord, mais si les uns et les autres, on peut, du coup, à la suite des différentes discussions, comme celle que nous venons d'avoir aujourd'hui, créer un nouvel esprit, essayer de contribuer à la baisse de la tension politique et sociale dans notre société. Je crois que c'est cet environnement-là pour lequel tous nous devons travailler d'ici la tenue des élections au 23 décembre.